Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui nous différencie, nous, êtres humains, des autres espèces sur cette planète? Raconter, montrer, enregistrer. Ces trois actions nous permettent de transmettre nos expériences aux générations futures. Et transmettre, c'est survivre. C'est vaincre le temps en emmagasinant des connaissances capables, à terme, de nous hisser sur des milliers de générations au sommet de la nature. Et on retrouve des traces de ces trois actions dès la préhistoire. Racontées d'abord par le langage, puis de manière plus sophistiquée et pérenne à travers l'écriture. Montrées ensuite grâce à notre capacité à matérialiser à travers des artefacts sensibles ce que l'on souhaite raconter. Dans la grotte de Lascaux, les hommes préhistoriques ont copié le réel afin de représenter de manière synthétique des images qui racontent et qui montrent des événements marquants dans des buts initiatiques. Enfin, enregistrer, produire des traces de sa propre existence ou de nos proches afin d'apaiser cette angoisse de la connaissance de notre condition mortelle. Ce troisième aspect est moins connu, pourtant c'est celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans la grotte de Chauvet, on retrouve déjà ce besoin d'enregistrer, de sauvegarder sa présence dans un lieu. Et je dis bien sa présence et non celle d'autrui. Enfoncer son empreinte dans la paroi d'une grotte, c'est matérialiser son individualité, c'est montrer aux autres les irrégularités de sa paume et de ses doigts, sa singularité en somme. C'est concrétiser physiquement cette quête de l'éternel par la trace que l'on laisse sur notre passage sur cette terre. Depuis ses premières empreintes de l'ère préhistorique sur les parois des grottes, l'homme n'a cessé de vouloir se représenter. Ce que j'essaie de dresser ici, c'est le besoin fondamental que nous avons depuis toujours de nous enregistrer à travers des imitations, des copies de ce que nous sommes dans la réalité. Nous allons dorénavant appeler cette capacité à se sauvegarder, à se copier dans le réel, l'image. L'histoire des civilisations occidentales et monothéistes atteste de cette fascination pour notre propre représentation. Chez les chrétiens, le Fils de Dieu est à l'image de son Père. L'image est divinisée et a des pouvoirs prophylactiques. Mais chez les musulmans sunnites, la représentation du prophète est proscrite. L'image fascine autant qu'elle est condamnée. Cette tension est particulièrement visible lors de la crise iconoclaste dans l'Empire byzantin au début du 8e siècle. Mais je m'égare, revenons à ce qui nous intéresse, l'image. Pline l'Ancien, écrivain romain du 1er siècle de notre ère, a une petite anecdote sympathique qui illustre la naissance du dessin. Un potier grec nommé Butadès a une fille. La fille de ce potier est très amoureuse de son amant. Elle apprend que celui-ci doit partir à la guerre et ne reviendra probablement jamais. Désespérée, elle décide de dessiner son amant à partir de l'ombre projetée de celui-ci sur un mur, que son père, le potier, va ensuite remplir de terre glaise pour lui donner l'apparence du jeune homme. Ce mythe de la naissance du dessin met en valeur cette idée fondamentale de la préservation de l'enregistrement de notre image à travers un processus créatif. Et cette idée sous-tend à travers toute l'histoire humaine. L'homme, par l'image, veut figer le temps afin de se rendre éternel. Le dessin, le moulage, la plaque de gravure, la caméra obscura, l'appareil photographique, la pellicule de la caméra analogique et les appareils numériques actuels, tous ces outils permettent de dompter le temps et de créer l'illusion d'un moment réel éternel. L'angoisse de la mort trouve un exutoire dans ces médiums. Et notre rapport à l'image a très peu évolué pendant des millénaires. Les images étaient essentiellement réalisées par des peintres, des sculpteurs, des graveurs. Elles nécessitaient des années de travail avant de se rapprocher de l'idéal, de l'exactitude du réel, Graal qui s'est imposé par les artistes de la Renaissance italienne au XVe siècle. La gravure, qui permettait de reproduire ces images iconiques, restait un processus créatif complexe qui nécessitait notamment du papier, matériau rare et coûteux, confectionné à partir de chiffons. En somme, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les images étaient rares, réservées au pouvoir aulique et religieux. Elles étaient conçues essentiellement par un artiste qui interprétait personnellement le réel, le modelait selon sa sensibilité éternellement imparfaite. Et c'était cette imperfection qui donnait à l'image sa saveur particulière, son sens. L'artiste,
en faisant des choix, interprétait le réel et insufflait dans ses œuvres sa personnalité. L'image était donc imparfaite, mais profondément humaine. Un pas décisif dans la capacité d'enregistrer objectivement le réel est franchi avec l'apparition simultanée, lors de l'ère industrielle, de la photographie et de la pâte à papier confectionnée à partir de fibres de bois. Ces deux phénomènes combinés vont permettre l'essor d'une image réaliste et abordable pour tous. C'est la première révolution de notre rapport à l'image. L'ère industrielle amène en effet de nombreuses découvertes, notamment dans le domaine de la mécanique, de l'optique et de la chimie. L'invention de la photographie et ensuite du cinéma entraîne une nouvelle façon de s'enregistrer, enfin de manière totalement réaliste. Car le cinéma est le seul médium à ce jour capable de raconter, montrer et enregistrer en même temps. Le caractère facilement reproductible de ces deux nouveaux médiums entraîne une révolution de notre rapport à l'image. L'image n'est plus conçue par les mains de l'homme, mais de la machine manipulée par l'homme. Cette distanciation entre l'œuvre et son créateur complexifie le sens de l'image. Il faut que le spectateur décode et distingue l'aspect mécanique de l'image de son aspect humain afin d'y déceler un sens particulier et profond. La volonté de l'empreinte du réel laissée par le créateur et la représentation de cette empreinte par son enregistrement deviennent pour la première fois deux notions définitivement distinctes. Aujourd'hui, notre rapport à l'image est de nouveau profondément bouleversé. L'ère du numérique et de l'intelligence artificielle permet une infinité d'images virtuelles où l'empreinte du réel laissée par son créateur n'existe plus, ou existe de manière algorithmique. La main de l'homme ne manipule plus directement la machine afin d'enregistrer une image. La main de l'homme manipule la machine qui décide d'elle-même de créer une image numérique à partir d'une somme considérable d'éléments stockés et combinés en un instant. Le processus créatif est l'enregistrement. Toutes les frontières sont dissoutes dans un algorithme souhaitant satisfaire avant tout son public. Le sens de l'image qui émanait du créateur perd sa place primordiale au profit de la satisfaction des sens du public créateur de l'image. La temporalité du processus créatif est évacuée au profit d'une consommation immédiate et infinie de produits images. L'image pré-industrielle était rare, unique et tangible. Elle émanait d'un processus créatif long et exigeant. L'image industrielle, elle, a rendu ce processus créatif élitiste accessible et abondant, tout en maintenant le point de vue du créateur et ainsi le sens de l'image. L'image numérique, elle, se conçoit dans l'infinité de contenus et de créateurs au service de notre sensorialité. Cette nouvelle révolution de notre rapport à l'image doit nous questionner. Et j'aimerais que l'on se plonge dans la naissance du cinéma afin de comprendre ce qu'a changé cette première révolution de l'image dans le monde artistique et plus précisément comment la peinture s'est renouvelée avec la naissance du cinéma. À travers cette comparaison entre la peinture et le cinéma, de la naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle à son extrême popularité dans les années 60, j'essaye de questionner notre rapport à l'image alors que cette relation est aujourd'hui en pleine mutation. J'espère à travers cette friction entre deux médiums opposés, l'un étant unique, l'autre reproductible, faire ressortir les éléments clés de l'image et ainsi nous interroger sur notre rapport, notre consommation, notre relation à l'image. Ainsi, quelles conséquences a eu l'apparition de la photographie et surtout du cinéma sur la peinture, et en quoi le cinéma a transformé notre rapport à l'image ?